Pour répondre sur l'extrême droite, je vais d'emblée mettre les pieds dans le plat et ne pas trop tourner autour du pot. L'extrême droite, au moins depuis 1945 et plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. Ça aussi, c'est une des clés de compréhension de tout ce qui se joue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néoconservateurs, les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse, c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire. J'ajouterai, pour qu'on ne me prenne pas juste pour un provocateur, un national-socialiste français, sans besoin de recours à une théorie raciale pour des raisons d'espace vital, ce qui correspondait à la situation allemande, l'idéologie découlant souvent de la géographie. Je suis national-socialiste à la manière d'Hugo Chavez, soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique homme de gauche, comprenne qui voudra. Je vous laisse juge de l'honnêteté de chacun et de la grossièreté de mes adversaires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden. Et aujourd'hui, on va continuer sur le fascisme. Vous allez en bouffer, chers amis. La playlist va être pleine à craquer, je vous le dis. Donc, on va continuer sur le focus sur le national-socialisme pour parler du parti national-socialiste, parce que c'est important. Du 1929 à 1933, le nombre d'adhérents au parti est passé de 400 000 à 1 300 000. Il n'a cessé de croître après 1933, en raison des pressions exercées sur les fonctionnaires et de l'obligation d'en faire partie pour accéder à des postes de maîtrise dans les organisations professionnelles. La plupart des membres du parti viennent des classes moyennes. Moyennes! Je répéterai ça jusqu'à l'infini et je ferai une playlist synthèse sur la sociologie des classes moyennes. Mais bon, voilà, la chaîne a moins de 6 mois, laissez-moi tranquille, on fait ce qu'on peut. Mais les ouvriers constituent un tiers du total. Un tiers. C'est-à-dire que les 2 tiers viennent d'ailleurs. L'implantation est plus forte dans les villes que dans les campagnes, et les paysans, surtout dans les régions catholiques, sont les moins présentes. Stigman distingue 3 sortes de membres. Les Altkampfe, les pionniers d'avant 33, les grands promotions des années 35, 37 et 40, où les opportunistes entrent par vastes fournées et les inscriptions dans les intervalles où sont exigées des garanties d'orthodoxie politique. Géographiquement, les zones favorables au fascisme sont celles de la prédominance luthérienne, bien que ce soit également celles où lors des élections, les marxistes aient eu le plus de voix. Voilà. Des fois, c'est drôle. Le nombre de cadres de toutes sortes est considérable, 500 000 environ. Les cadres inférieurs n'étaient pas rétribués. Les Klerneter, oh là là, ces mots allemands, l'étaient. Ils étaient tous des nazis fanatiques. On a souvent souligné le bas niveau intellectuel de ces cadres. Une grande proportion des élites avaient cependant adhéré, puisque sur 4000 personnalités du régime, 670 appartenaient à l'aristocratie, 1050 possédaient des titres de docteur et 300 étaient des professeurs d'université, dont notamment Heidegger, mais ça, on en reviendra sur l'introduction du nazisme dans la philosophie par Heidegger, mais c'est un tout autre épisode, chers amis, et bien plus technique. Le parti représentait donc à peu près toute la société allemande, et surtout les classes moyennes. Le parti est hiérarchisé selon une division territoriale, son rôle... Pardon. Avant tout, voilà, sur le côté aussi, je voulais rebondir sur le côté la faible qualité, sur la faible pensée des adhérents au Parti National Socialiste. Alors, peut-être ajouter une nuance à ça. Je pense notamment désolé, aux zététiciens. Désolé. Non, en fait, je suis pas désolé, je les emmerde. En tout cas, je sais qu'il y en a des bons, voilà, mais ceci, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Des bons, entre guillemets. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à un moment donné, on peut être très pointu sur un domaine, que ce soit, on peut être un docteur, être un brillant généticien, être un brillant scientifique, dans le sens très large du terme, et pour autant être politiquement aussi élevé qu'une moule. Voilà, on va faire très simple, hein. Même, je pense même qu'une moule est plus intelligent. Bon, après, il y a des gens qui, effectivement, comment dirais-je,
adhérer au parti nazi parce que sinon ils n'avaient pas de carrière administrative, etc. Bon, d'un point de vue social, il y avait une pression sociale, etc. Sur ça, c'est pas parce que tu adhères au parti nazi, c'était fonctionnaire, qui est forcément faf, quelque part. Il y avait toute une dimension dynamique sociale, etc., d'être validé, etc., de normes. Mais voilà, je parle vraiment des nazis de la première heure, ceux qui ont vraiment adhéré au parti dans les années 20. Effectivement, on dit que les FAF sont stupides, je pense qu'objectivement c'est vrai. Je pense aussi, il faut peut-être préciser la nature de la stupidité. La nature de la stupidité est avant tout politique. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des plébéiens nazis qui sont morts dans l'incendie du Reichstag, parce qu'ils pensaient réellement que national-socialiste, ça va être socialiste parce qu'il y a le mot social dedans. Donc, si tu veux, bon... Là, la naïveté, là tu meurs brûlé, effectivement, je crois que je l'ai dit dans l'épisode précédent, effectivement, mais aussi tu peux adhérer au parti nazi parce que tu peux, et aussi par un pur intérêt de classe, enfin ce que tu estimes être ton intérêt de classe. Bon après, en ce que tu estimes et ce qui en est réellement, par moment il y a des écarts assez phénoménaux, mais disons qu'à un moment donné, c'est ne jamais sous-estimer la stupidité politique, même des grands savants, même des spécialistes, même des gens diplômés. Parce que voilà, c'est un peu ce que j'ai appris en fac, même des gens de fac, quels qu'ils soient d'ailleurs, ils ont la bêtise un peu mieux cachée, un peu plus sophistiquée, mais ça reste de la bêtise. Donc ne jamais sous-estimer, ne pas faire confondre intelligence et diplôme. Voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Le parti est hiérarchisé selon une division territoriale, son rôle étant d'encadrer toute la population. Le quartier, le bourg, le district reçoivent des chefs responsables, les organisations professionnelles aussi. Les femmes volontaires entrent dans la NS-Wandschaft. Mon accent allemand toujours. Tous les mouvements de jeunesse sont dissous et les jeunes groupés dans les organisations du parti, selon leur âge. Adhésion, d'abord laissée en principe à la décision des parents, devient obligatoire en 1936. En 1939, les contrevenants sont considérés comme des traîtres. Toute la jeunesse, décrète Hitler, recevra en dehors du foyer et de l'école une éducation morale pour servir la communauté selon l'esprit national-socialiste. Contre la décadence, j'imagine, de gauche. Ou des woke. Ou des islamo-gauchistes. Enfin, insérez l'homme de paille que vous voulez. Cependant, le parti n'avait pas à sa tête un appareil doté de pouvoirs effectifs. Le Parleitung n'étant qu'une constellation de chefs. Oui, c'est ça aussi en termes de méthodologie révolutionnaire qui le distingue du bolchevisme, mais voire même du bolchevisme. En fait, à l'extrême gauche en général, surtout du côté bolchevique, enfin staliniste, trotskiste et maoïste, en fait, comment dirais-je, ils visent les élections pour prendre les élections électorales pour prendre le contrôle du gouvernement, de l'État, pour faire la planification socialiste. C'est ça à peu près la stratégie en fait. Les FAF, eux, ont une stratégie comparable, bien que très différente. En tout cas, les fascistes des années 30 veulent en fait créer une structure parallèle à l'État, qui est un État, mais plutôt eux en fait. Ce serait eux en fait. Et c'est bien que quand ils arrivent au pouvoir, en fait, ça crée une espèce d'effet secondaire mécanique qui est extrêmement chiant. C'est qu'en fait, les postes de responsabilité sont doublés, voire triplés. Vu que c'est un parti unique et que le parti et les structures étatiques parfois se contredisent en fait. Je crois qu'il y avait un livre de Göring dessus sur l'état du Troisième Reich, sur l'état du Troisième Reich. Enfin, en gros, c'est ça le problème, c'est-à-dire que pour arriver au pouvoir dans sa phase révolutionnaire, le fascisme crée une espèce de milice parallèle, c'est une espèce d'ersatz entre guillemets de structure étatique. Et une fois arrivé au pouvoir, cette structure étatique qui est là, qui a permis l'arrivée au pouvoir, qui crée les milices, etc., ça devient un handicap parce que les mecs, ils se sont bastonnés, ils veulent des postes à responsabilité. Sauf qu'il y a déjà des aristos et des bourgeois qui sont déjà là et qui veulent les postes, etc. Et donc, et vu qu'ils ont été financés par ces gens-là, à un moment donné, ils peuvent pas dire bon, les bourgeois vous dégagez tous, on met nos gars à nous, quoi. Non, c'est pas du tout passé comme ça et ça se passe pas comme ça d'ailleurs. Et donc, mais c'est vrai que l'État national-socialiste, c'était un sacré bordel. C'était un sacré bordel. Voilà, c'était un petit peu la petite parenthèse. Les mouvements, les parents, l'adhésion, 39, les contrevenants comme des traîtres, toute la jeunesse. Cependant, le parti n'avait pas à sa tête un appareil doté de pouvoir effectif. Le Parleitung n'était qu'une constellation de chefs. C'est là, on s'était arrêté là. C'est que Hitler n'avait pas su choisir entre deux conceptions. Ruberlet, avec son front du travail, groupant tous les travailleurs, concevait un parti de masse et mettait l'accent sur les grandes manifestations de propagande et d'action sociale, identifiant en somme les partis à la nation.
D'autres, comme Rudolf Hess et Martin Bormann, voulaient au contraire un corps de cadres d'élite chargé de la mission de contrôle. Voilà, on retrouve le même problème. Aussi bien la dualité parti-administration normale ne fut pas supprimée dans la commune, le district, elle se traduisit par des conflits entre deux hommes, bien que les fonctionnaires avaient été dans l'ensemble fidèles. À l'échelon régional, les 31 Gauleiters du parti dirigent des circonscriptions différentes des 17 États du Reich et leurs attributions sont mal définies. Ils ont une bureaucratie, une presse, de l'argent. Ils seront au moment du danger chargés des questions de défense, mais ils considèrent qu'ils dépendent directement de Hitler et ils se heurtent au ministère de l'Intérieur, Frick, puis Himmler, lui-même rival de Rudolf Hertz, représentant de Hitler dans le parti. Bien que, en principe, tout soit hiérarchisé par la généralisation du Waffenprinzip, en fait, en réalisation demeure chaotique, inachevée avec de multiples baronnies autonomes, l'incompétence, l'avidité, les ambitions de nombre de dignitaires du parti ajoutent une note supplémentaire d'anarchie. Ah ouais, carrément incompétent. Le gars, enfin, encore une fois, voilà, c'est un que sais-je, et là, clairement, il dit incompétence. Hein. Bon, après, bon, qu'est-ce que ça va être quand on va clairement aller dans les bouquins peut-être un peu plus vénères. Enfin bref. Il est possible qu'Hitler ait été, en définitive, gêné par le parti lorsqu'il est devenu maître de l'État. Mais tout se réclamait de lui, et ceux des chefs nazis qui joueront le rôle le plus important seront ceux qui l'approcheront le plus près et le plus régulièrement. Hitler prenait généralement ses décisions seul. Parmi ses proches collaborateurs, 5 seulement ont exercé une influence personnelle sur lui. Göring, officier aviateur, brillant combattant de 14-18, accumulait les titres, les honneurs et les profits, fondateur de la Gestapo et des camps de concentration, créateur de la Luftwaffe, dictateur de l'économie. Il est ainsi collectionneur, mécène et pillard. C'est un vaniteux, un mélange de bonhomie et de cruauté, de charme et de férocité. Un chef et un brigand, un toxicomane aussi. Damn! Brutalité de ce que c'est, je ne reviendrai toujours pas. Le docteur Goebbels affirme, orateur et capable de plaider toutes les causes, comédien consommé, a mis au point la propagande du régime en utilisant au mieux, pour la première fois dans l'histoire, la radio et le cinéma. Ça fait penser que Soral aussi s'était lancé dans le cinéma. Enfin bref. Celui-ci, c'est lui qui a lancé la marque Hitler en donnant d'un petit agitateur de Brassy l'image d'un prophète sauveur du peuple. Il défie le Führer, lance le Heil Hitler, convainquant peu à peu les Allemands de l'essence surnaturelle de Hitler, mais regonflant aussi périodiquement les cyclotimiques, je sais pas ce que c'est, qu'était celui-ci. Le Balt Rosenberg était l'idéologue du régime avec un best-seller fumeux. Le mythe du XXe siècle, c'est lui qui lance le mythe de la supériorité de la race nordique auquel Hitler ne croyait guère et proclame le droit des seigneurs à l'espace vital et à la domination des races inférieures. Il démontre que le christianisme est étranger à la germanité. Directeur de la Hauptschule, centre de recherche idéologique et pédagogique national-socialiste, il est nommé par Hitler commissaire au maintien de la conception du monde national-socialiste. Le plus influent des compagnons fut toutefois Martin Bormann. Parce que, intime de Führer, il gérait ses biens, c'est lui qui l'approche le plus au titre de chancelier du parti. Nazi fanatique, antisémite acharné, il tient en main les Gauleiters et affirme constamment sa foi dans le Reich éternel incarné par le Führer, le plus grand homme de l'humanité. Mais le plus redoutable était l'insignifiant en apparence ingénieur agronome Himmler. Il ne recherchait... Attends, je tourne la page. Il ne recherchait ni les satisfactions du pouvoir, ni les succès personnels de quelque sorte qu'ils fussent. Menant une vie très simple, méprisant l'argent, inhumain par fanatisme, il s'était consacré à la formation de l'élite nazie, l'ASS. Voilà pour la partie... Comment c'était quoi la partie? Le Parti national-socialiste. Donc n'hésitez pas à commenter, enfin bref, c'était assez... J'ai du mal à réaliser que c'est un que sais-je, franchement, parce que sur certains passages, il va pas de main morte. Enfin bon, voilà, c'est... j'ai un peu ce défaut d'avoir cette image politique de l'universitaire MOOC, par exemple, à Sermendax. Enfin, même s'il n'est pas universitaire, il est biologiste. Enfin, même, c'est un titre universitaire. Voilà, c'est oui, mais l'homme de paille, la prudence, machin, tu comprends, faut pas dire aux gens qui sont cons. Bah là, le gars, il y va, mais à la mitraillette, et c'est un livre qui est même pas militant. Enfin, bref. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.